Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. C'est une nouvelle semaine qui démarre, espérant que vous avez eu droit à un excellent week-end. Je vous souhaite une semaine radieuse en notre compagnie et surtout, ne l'oubliez pas, en toute chose, devant toute situation, ne désespérez pas, restez serein, le bonheur n'est pas loin. Vous l'avez remarqué, nous démarrons donc cette émission à 7 heures, oui, pour des raisons ayant trait donc à la campagne électorale médiatique donc pour les communales du 17 mai prochain. Nous allons désormais vous présenter votre réveil matin à partir de 7 heures sur l'ORTB. Ce lundi, nous aurons droit à nos rendez-vous habituels. Tout à l'heure, dans les arcanes de la juridiction administrative, aujourd'hui, nous parlerons donc du sursis à exécution. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre ? Le maître de conférence agrégé des facultés de droit, Césaire Quenou, est en notre compagnie. Et puis, dans les arcanes également de la métaphysique avec Amoussa Raimi, nous allons pouvoir revenir sur l'hypnose mentale et les techniques remparts. Il nous en dira plus. Ne l'oubliez pas, James William Baguidi sera au rendez-vous de la chronique internationale. 5 sur 7 matin. Nous allons marquer une courte pause et puis juste après, nous installons Awa Sherif. Ce sera pour le bulletin de l'information. A tout de suite. Vous êtes chez vous et vos déplacements sont limités? Pas de souci. Commandez à distance via WhatsApp ou mail les prestations de l'ORTB. Où que vous soyez, faites diffuser vos spots publicitaires, vos communiqués, nécrologie et toute autre prestation en toute quiétude. 69 70 55 55, appel ou WhatsApp, disponible 7 jours sur 7. La direction des relations publiques, de loin, si proche de vous. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et avec elle, ce matin, nous allons faire le tour de l'actualité au plan national. Awa Sherif, bonjour. Bonjour Ricardo, amis téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette édition. Le travail de la Commission électorale nationale autonome s'accélère encore maintenant que l'ouverture de la campagne électorale a été faite. C'est depuis le vendredi dernier. Voici le constat fait par James William Baguidi. Des dizaines et des dizaines de cartons au contenu divers et variés. Des agents concentrés dans des gestes devenus mécaniques et un impressionnant lot de sachets soigneusement emballés. Ici au hall des sports du Stade de l'Amitié, transformé pour la circonstance en quartier opérationnel de la Commission électorale nationale autonome, ce sont 15 000 kits qui sont en cours de constitution. L'opération porte un nom, le colisage. Le colisage n'est rien d'autre que les petits paquets qu'on fabrique, soit pour le poste de vote, soit pour la coordination d'arrondissement. Pour l'instant, c'est les kits de poste de vote que nous sommes en train de faire. Le kit de vote, le poste de vote n'est rien d'autre que ce petit sachet qui comporte l'ensemble du matériel qu'il faut pour faire tourner de manière efficace un poste de vote. Dans chacun des kits, on retrouve comme les années antérieures l'encre indélébile, l'encre à tampon, l'encreur, de la craie blanche, une ficelle, des stylos à billes, du coton, du dissolvant, du scotch, des cartouches de piles, une lampe électrique, de la colle et un cachet de vote. Mais pour le compte de cette année 2020, un matériel nouveau entre dans la constitution du kit.
Nous avons ajouté un 15e élément qui est le gel hydroalcoolique. Vous savez qu'au poste de vote, c'est le seul, nous avons un seul ou deux cachets de vote que tous les électeurs, au maximum 500, vont utiliser. À chaque fois qu'un électeur prend le cachet à voter, va dans l'isoloir, estampiller le bulletin, au retour, il utilise le gel et pour désinfecter quand même avant de prendre le cachet à voter. D'autres intrants restent en attente, le moment de leur convoyage n'étant pas encore arrivé. Compte tenu de leur volume, ces chasubles n'entrent pas dans le petit kit. Les scellés qui sont en train d'être constitués déjà, colisés par arrondissement, et le nombre par poste de vote est défini. Au fur et à mesure que l'ensemble des documents électoraux seront là, c'est en ce moment qu'on commence par faire le regroupement de l'ensemble, à savoir matériel électoral, documents électoraux. Chronogramme respecté, la Sénat poursuit de façon hardie la préparation du scrutin du 17 mai 2020. Même si dans les rues, l'ambiance coronavirus oblige n'est pas aux kermesses joyeuses qui caractérisaient les campagnes électorales naguère encore au Bénin. Hier, dimanche 3 mai 2020, le monde a célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème retenu par l'UNESCO pour cette édition de 2020 est journalisme sans crainte ni complaisance. Et pour les uns, le chemin vers la professionnalisation est encore long, mais pour les autres, davantage de liberté dans l'exercice du métier pourrait y conquérir. Voici le point que nous fait Nikano Kofi-Kovi. Le journalisme est une profession noble. Il ne mérite pas le visage qu'il a aujourd'hui. Journaliste, un professionnel à la réputation quelque peu ternie dernièrement. Pour les pouvoirs publics, le recul récent du Bénin dans le classement 2020 de Reporters sans frontières n'est pas le fruit d'une chasse aux sorcières. Les professionnels des médias y auraient leur part de responsabilité. Il est aujourd'hui manifeste que les professionnels des médias sont interpellés, auditionnés, jugés et condamnés, et que ces situations regrettables sont occasionnées et provoquées par une certaine pratique du métier faite de délits et d'infractions observés régulièrement dans les différents contenus de presse et surtout dans les nouveaux médias, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la presse en ligne. Une responsabilité partagée, pas du goût des fêtières de la profession, qui dénonce dans la législation encadrant l'exercice du métier une épée de Damoclès sur la tête des consoeurs et confrères. Il n'est pas superflu de rappeler ici la multiplication des interpellations et condamnations de journalistes dans l'exercice de leurs fonctions sous le motif de violation de la loi portant code du numérique en République du Bénin. Cette loi fait souffler sur la presse béninoise un vent de panique et de crainte qui freine la pleine participation des médias à la marche du Bénin vers son développement. Ignace soit tâté de ce code. Reporters sans frontières s'en offusque et condamne sa privation de liberté. En 2020, le Bénin est passé de 96e à 113e dans le classement RSF sur la liberté de la presse dans le monde. Journalistes sans contrainte ni complaisance au Bénin finalement, les postulats divergent donc selon qu'on est d'un côté ou de l'autre des micros et caméras. Je voudrais saisir l'occasion pour inviter tous les acteurs à jouer leur partition pour une liberté de la presse sans polémique au Bénin. Je veux en appeler particulièrement à la responsabilité des journalistes, des associations fêtières pour un exercice responsable et professionnel du métier. L'Union des professionnels des médias du Bénin lance un appel solennel et pressant à l'endroit du gouvernement
de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour œuvrer au raffermissement de la liberté de la presse ainsi que à l'indépendance des médias et des journalistes dans notre pays à travers, entre autres, le réexamen de la loi numéro 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin. Dans les colonnes, sur les ondes et à l'écran, les journalistes ont écrit et dit un nom, liberté. Un idéal chéri ici comme ailleurs pour une presse qui pèse juste en contre-pouvoir. Autre actualité à développer dans cette édition, conformément aux directives de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le président Patrice Talon a prévu une gamme de mesures sociales pour accompagner les différentes couches touchées par la pandémie du coronavirus. La liste est longue avec de nouveaux corps de métier. La directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral nous en parle ici au micro de Jérôme Humbo. Le samedi 25 avril 2020, le gouvernement de la République du Bénin a lancé officiellement une première phase de l'opération de recensement des concitoyens dont les activités sont impactées par les mesures de riposte prises pour limiter la propagation du coronavirus sur le territoire national. Dans le souci de recenser le plus grand nombre d'artisans impactés concernés par cette première phase, tous les concitoyens, tailleurs, couturiers, brodeurs, modélistes, stylistes, etc., ainsi que tous ceux dont les activités sont à l'arrêt ou au ralentissement à cause des conséquences des mesures de riposte dans les bars, restaurants, maquis et discothèques sont invités à s'inscrire en ligne ou auprès de leurs fêtières ou dans les directions départementales des affaires sociales de la microfinance et les centres de promotion sociale. À cet effet, ces derniers peuvent se faire enrôler en s'inscrivant dans la rubrique « Autres » dans les diverses catégories. L'absence d'un numéro IFU n'est pas un frein à l'inscription. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance compte sur la mobilisation de tous les responsables de l'Union des chambres interdépartementales de métiers au Bénin et de ses démembrements, ainsi que sur les responsables des syndicats et représentants de ces corps de métiers pour la réussite de l'opération. Je voudrais rappeler que le délai de clôture de cette opération est maintenu au mardi 5 mai 2020 à 18h. De recrutement et vous verrez que jamais certains jeunes ne s'y intéresseront pas. Il s'agit de ceux qui sont portés vers l'entrepreneuriat. Et si certains sont encore à l'étape de projet, d'autres ont déjà donné corps à l'idée d'entreprise. Voici le reportage signé Jean-Claude James, Ramatoulawani, Amos Adjovi. La fonction publique ou l'administration privée. Malgré les avantages que l'une ou l'autre offre, elle ne suscite pas toujours d'engouement chez tous les jeunes diplômés. Le choix de certains est clair. Alors pour moi, la meilleure option, c'est l'entrepreneuriat. Avec l'entrepreneuriat, si vous décrochez un marché, vous pouvez avoir un retour de 3 millions, 4 millions, 5 millions. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est la meilleure manière de sortir du chômage quand tu es compétent. Oui, dans la fonction publique, il y a la garantie et la retraite, c'est vrai. Mais ça dépend de l'ambition de chacun. Est-ce que toi, tu veux te contenter du minimum? Comme Noël et Aristide, Corentina, titulaire d'un master en communication et relations internationales, a aussi opté pour l'entrepreneuriat. Elle crée la maison de la confiserie locale appelée Tofidou. Tofidou, c'est une production de bonbons à base de lait caramélisé, sucré ou non, ça dépend de la demande clientèle, et que nous essayons de travailler avec diverses saveurs. Donc c'est un produit traditionnel qui est souvent vendu dans les
feux tricolores des grandes agglomérations du Bénin que nous avons voulu revisiter avec beaucoup plus d'hygiène pour permettre à plus de personnes de consommer ce produit-là sans vraiment être gênés de le faire. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que nous arrivons déjà à commencer par produire en petite quantité du lait bio concentré pour pouvoir permettre aux gens de savoir réellement ce qu'ils consomment. Pour être sûr qu'à l'horizon de 3-4 ans, tous les produits que nous déclinons soient à base de ce lait bio concentré et sucré ou non, parce que la cible est beaucoup plus large en fonction des diabétiques aussi qui sollicitent réellement consommer ce produit-là. Son ambition a permis à d'autres jeunes de sortir du chômage. Aujourd'hui, une équipe de 5 personnes s'emploie à produire sous diverses formes avec des arômes différents ces douceurs. Du vieux, la jeune chef d'entreprise croit qu'on peut donner du neuf. Quand on regarde dans notre environnement, on peut créer une entreprise à travers les richesses que nous avons héritées de nos grands-parents, de nos parents. Et on peut essayer quand même de mettre en avant ces petits produits-là qui ne coûtent pas grand-chose. Je dirais que c'est un choix de vie, pas forcément de liberté, mais un choix de vouloir prouver quelque chose en tant que jeune, de vouloir apporter une pierre à l'édifice, d'embaucher d'autres jeunes avec qui on peut rester, créer des idées, approfondir et pouvoir mettre sur le marché. Les spécialistes de l'économie épousent l'idée de l'entrepreneuriat et saluent les mesures d'accompagnement mises en place par le gouvernement. Sans vous mentir, aujourd'hui, pour être heureux dans la vie, il vaut mieux entreprendre. La seule difficulté que vous avez, c'est la fiscalité. Mais aujourd'hui, il faut dire que le gouvernement en place a mis un dispositif qui permet aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs d'avoir une certaine facilité. Il y a la pièce qui s'en occupe. Oui, la pièce. D'accord? Donc, lorsque vous vous intéressez à cette structure et vous demandez à voir les pièces à fournir pour votre entreprise, en moins de 24 heures, vous avez votre entreprise. Vous avez 1 an pour ne pas payer d'impôts. Avec la nouvelle loi des finances, il y a encore eu plus de facilité dans le paiement des impôts. Mais le problème des jeunes, c'est qu'ils ont peur de prendre le risque. Toujours dans la dynamique de faciliter la tâche aux primo-entrepreneurs, le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes a subi une transformation. Le chef de l'État met l'accent sur l'entrepreneuriat. Et vous allez constater que le dernier Conseil des ministres a changé le FNPEJ en une agence pour faciliter la tâche aux jeunes entrepreneurs. Les jeunes qui hésitent à aller vers l'entrepreneuriat, c'est le moment pour eux maintenant de prendre le courage à 2 mains et de se dire que la richesse se crée par soi-même. Tout jeune doit avoir de l'ambition. Avoir de l'ambition pour faire autrement les choses, mais également avoir de l'audace. L'audace d'assumer les échecs, l'audace de savoir que tout n'est pas rose dans la vie, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Je pense que c'est quand même les mêmes réalités que nous essayons de partager au quotidien. Un taux de chômage de 0% au Bénin, le pari paraît ambitieux. Et comme Corentina, si s'auto-employer était la solution. Et justement, parlons de cette fabrication locale. Il s'agit des galettes. Je vous emmène à la découverte d'une expert avec Lénaïque Agbazao. Dorée et attrayante, elle convoque indéniablement l'appétit. Ces galettes désignées couramment sous le vocable de cluclui sont très prisées dans le sud Bénin à l'heure du goûter, avec pour accompagnement la farine de manioc. Dame Claire Pascal, la soixantaine révolue, s'investit dans la fabrication de cette douceur culinaire depuis plus de 3 décennies. De la préparation à la commercialisation, c'est tout un chapelet d'étapes. Premièrement, il faut d'abord acheter l'arachide. Nous approvisionnons à Boycon. Première journée, c'est tamiser, vanner, trier, griller. Le lendemain, on va au moulin. Après ça, maintenant, on vient à l'atelier et on extrait l'huile. Assaisonnons. Il faut assaisonner avec nous faisons avec le gingembre, du sel s'il en manque et du piment. Et après ça, nous passons à table. Il faut couper. Il faut couper. C'est la coupe qui a donné ce que nous sommes en train de frire. Et après ça, nous avons la galette.
que nous pouvons consommer. Dans l'univers de la dame aux mains expertes, originaire de la région d'Agonlin et résidant dans la commune de Zé, la propreté est de mise, un critère auquel tiennent les consommateurs. La propriété, j'ai hérité ça de ma mère. Je lave et je range et je mets de couvert à tout. Ça là, ça fait 25 ans. Ces galettes, qu'elles soient pimentées ou salées, sont beaucoup appréciées et la demande très forte sur le marché. Dame Claire Pascal a sous sa coupole plusieurs femmes qui arrivent à subvenir à leurs besoins grâce à cette activité. J'arrive à aider toute ma famille avec. On fait des tontines. On arrive à acheter des parcelles et à construire. La patronne elle-même, institutrice à la retraite, n'en dit pas le contraire. Si tu achètes une parcelle et que quelque temps après ce que tu as acheté à 800 000, tu revends à 4 millions, est-ce que ce n'est pas bon? Donc, c'est avec ça que j'aide mes enfants. Et ça, je ne vais pas vous mentir. Je remercie le Seigneur. Les galettes, au-delà de la saveur dont témoignent et raffolent les consommateurs, contribuent également à l'autonomisation des femmes. Un chemin pour l'auto-emploi que pourraient emprunter les jeunes. Passons à présent au dernier sujet de ce bulletin d'information. Peut-être avez-vous aussi déjà fait le constat, le nom d'un être cher sur le bras ou un dessin sur sa cheville, une date sur son mollet. Le tatouage est un être progression dans notre société. Autrefois réservé à une minorité d'identités, le tatouage est devenu un véritable phénomène culturel qui touche bien les hommes que les femmes. Tatouage entre culture et effet de mode, c'est un reportage de Serge Ayaka, Rebecca Kenjaounde et Brice Chibozo. Un salon banal, transformé en studio de tatouage. Romaric prépare son matériel. Il est artiste tatoueur depuis seulement 7 ans. C'était un monsieur qui m'a fait des tatouages. Et après, moi-même, quand je vois le truc, c'est pas joli pour moi. Et je me suis dit, je sais très bien faire des dessins. Je suis un bon dessinateur. Je ne l'ai pas appris quelque part, mais je sais que je suis pas mal en dessin. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le tatouage. Ce matin, il doit graver sur ce bras 3 lettres, les initiales des noms de son client. Bob vient d'avoir son bijou cutané, plutôt esthétique. Moi, je l'ai fait juste pour le plaisir, et mon nom, et puis ça se termine là. Comme Bob, ils sont des dizaines et des dizaines à solliciter les services de Romaric. Ils se tatouent biceps, torse, avant-bras, mollets, mains, dos et parfois même les parties les plus intimes du corps. Les adeptes sont souvent les jeunes et les jeunes adultes. Je me suis tatoué mon nom et ma date de naissance. Là, il y a Yann et là, il y a le 28 dedans. La base, c'était le 8. Le 8, c'est août. La date, c'est 28. Là, j'ai mis mon prénom, Adriano. Ça, je l'ai fait récemment. Hier, par exemple, et j'ai mis Life is joke. La vie est une blague. Ils se font graver des motifs indélébiles sur le corps. Mais comment expliquer ce phénomène? Effet de mode ou simple affirmation de soi? Nous décidons d'aller à l'université questionner un sociologue. Quand on étudie un peu le phénomène, vous voyez, il y a 2 aspects. Le premier aspect, il y a la question de l'identité de l'individu qui réclame une certaine particularité, qui veut que les autres le perçoivent d'une certaine manière. Et deuxièmement, la question de l'individualité. Nous sommes dans une société aujourd'hui qui s'individualise de plus en plus, où le collectif n'a plus trop sa main mise sur l'individu. Donc, l'individu, 1, cherche à montrer son identité, et 2 aussi, cherche à montrer qu'il est libre de pensée, d'action. Autrefois, le tatoué était une personne marginalisée, prostituée, de la prison ou considérée comme peu fréquentable. Le tatouage relevait ainsi d'une culture qui affirmait la dissidence sociale. Aujourd'hui, il est intégré dans la société et n'affirme pas que la virilité masculine. Les femmes s'y mettent aussi. Je l'ai fait pour moi-même, pour mon propre plaisir. J'aime ça. Ils sont aujourd'hui plusieurs milliers à décider de marquer leur peau à vie. Mais sur la peau, ils peuvent causer des dommages. Lorsqu'ils l'ont fait, on dessine à l'aide du démographe
le tatouage au niveau de la peau, vous avez en général toujours un temps de cicatrisation. Si pendant ce temps de cicatrisation, il n'y a pas en général des mesures d'asepsie par la personne, vous avez des infections staphylococciques, streptococciques. Ils peuvent aller jusqu'à des gangrènes. À ceci s'ajoutent les allergies et les dermatites de contact. Du jeune au jeune adulte, de l'homme à la femme, le tatouage se répand dans nos sociétés. Loin de l'effet de mode, c'est une culture populaire qui se généralise. Et voilà qui met un terme à ce bulletin d'information. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve demain. Demain, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Merci Awa Chérif. On vous retrouve donc demain. Vous passez une excellente journée. Merci. 5 sur 7 matin se poursuit. On marque une courte pause. Et puis juste après, le tout premier invité de cette matinale. Communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il m'est revenu que certaines personnes mal intentionnées, pour perturber la quiétude des populations, répandent des rumeurs faisant état de la fermeture des moulins à maïs dans notre pays. Par le présent communiqué, je tiens à informer l'opinion qu'aucune décision de cette nature n'a jamais été prise par le gouvernement. Je rappelle que dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19, tout en établissant un cordon sanitaire, le gouvernement a autorisé le transport des marchandises et la poursuite des activités commerciales en respectant les mesures de prévention prescrites. En tout état de cause, les moulins sont bien autorisés à ouvrir leurs portes à leurs clients sur toute l'étendue du territoire national. Cotonou, le 19 avril 2020. Saka, Lafia. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes lundi et c'est le 4 mai 2020. Pour nous, c'est un énorme bonheur d'être en votre compagnie. Je vous l'annonçais à l'entame de cette émission avec le professeur Césaire Penaou, maître de conférence agrégé des facultés de droit. Nous allons pouvoir parler donc aujourd'hui du sursis à exécution. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre réellement? On va lui poser la question. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Péco. Comment allez-vous? Très bien, et chez vous? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir. Avant d'en venir au sursis à exécution, vous en avez parlé lundi. Quelles sont les mesures d'instruction en réalité? Peut-être un rappel pour nos amis téléspectateurs. Merci, monsieur Péco. On était en train de le dire. Le juge, à l'étape de l'instruction, réunit les éléments qui lui sont nécessaires, indispensables pour bien maîtriser, bien comprendre le dossier, l'affaire qui est soumise à la juridiction concernée. Et c'est à cette occasion-là qu'après mémoire, que ce soit mémoire sommaire, mémoire en défense, mémoire en duplique, etc., le juge pourra encore ordonner des mesures d'instruction s'il n'est toujours pas satisfait. Et au nombre de ces mesures, nous avons parlé des mesures ordinaires et également des mesures d'urgence. Et c'est parlant des mesures ordinaires que nous avons dit qu'il pourrait y avoir ce qu'on appelle une déportation judiciaire. Le juge va lui-même sur les lieux. Il peut prescrire des mesures qui permettront quand même à des experts
de l'éclairer sur des aspects d'un dossier qu'il n'aura pas bien maîtrisé. À l'issue de ça, nous avions introduit le sursis à exécution. Justement, en parlant du sursis à exécution, c'est quoi? Le sursis à exécution signifie que une décision administrative qui devrait entrer en vigueur pourra être sur demande, pourra être sur injonction du juge. On va surseoir à l'exécution de cette décision et ses effets ne vont peut-être plus jamais être en vigueur ou bien ne vont être en vigueur qu'après la décision du juge si ce dernier rejetait la demande ou bien le recours, la requête dont il a été saisi. Ça signifie que le principe du préalable, qui signifie que l'autorité de la chose décidée doit être respectée, connaît une exception lorsque le sursis à exécution intervient. Et il y a des conditions auxquelles le sursis est accordé. Bon, on parle d'urgence, mais les deux conditions, c'est que il doit pouvoir peser sur la décision qui est en train d'être constatée et contestée une présomption d'irrégularité. Une présomption d'irrégularité, c'est-à-dire le juge ne va pas encore au fond, mais quand il voit les faits qui sont exposés, il commence par se dire que la décision qui est en train d'être contestée pourra être viciée, c'est-à-dire avoir des irrégularités et qui, en l'analysant au fond, permettra de l'annuler. Donc, il n'a pas encore examiné, mais quand il voit venir la décision, il peut déjà se dire que probablement c'est une décision qui court l'annulation. Très bien. Mais en dehors de tout cela, est-ce qu'il y a encore d'autres points essentiels à retenir? Oui, il faudrait quand même que le tort que la décision est appelée à vous causer ou le préjudice soit irréparable ou difficilement réparable. Comment? Je donne un exemple. Vous êtes dans une... Bon, on prend un requérant qui se trouve dans une maison. Oui. On a annulé son permis d'habiter, par exemple. Très bien. Ce qui signifie que la maison doit revenir à quelqu'un d'autre. Mais il a déjà construit. Justement. Et pour qu'on prête main forte à celui qui va bénéficier de la décision de justice, on peut le déguerpir de la maison. Vous voyez un peu ce que ça signifie. Une décision qui se présente de cette façon, on pourra donner lieu à une demande en sursis à exécution. Parce que là, le déguerpissement va causer des difficultés, des préjudices, de telle sorte que la réparation sera difficile. Voilà que vous avez construit depuis des années, vous êtes à la retraite. Quand ça se passe de cette façon, le juge pourrait accorder le sursis à exécution. Et il faut dire que quand ça se présente de cette façon, le sursis est plus facile à obtenir quand il s'agit d'une décision d'annulation que lorsqu'il s'agit d'un préjudice, c'est-à-dire en matière de plein contentieux. La raison en est que, en matière de plein contentieux, vous aurez des difficultés à démontrer l'insolvabilité de l'État, parce qu'il s'agit d'une réparation, et quand vous demandez de surseoir, vous voudriez dire par là que l'État peut ne pas être solvable. Et quand on dit l'État, c'est vous, c'est moi, c'est les autres citoyens. Il devient difficile d'obtenir le sursis à exécution, mais des occasions se présentent où le juge l'accorde. On a eu une décision en 1997, par exemple, où pour des questions de machines dans le domaine du coton, cela avait été accordé. Et il faudra également dire que quand on fait un peu de droit comparé avec des États comme le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin, notre État, la juridiction administrative est quand même un peu sensible et accorde le sursis à exécution plus que ces deux États que je viens de citer. Voilà un peu comment se présente le sursis à exécution. C'est toujours en vigueur dans notre pays. Au Bénin? Au Bénin.
Ça a évolué ailleurs comme en France, mais nous autres continuons d'avoir le sursis à exécution. Très bien. Mais j'ai cru comprendre également, professeur, qu'il y a ce que vous appelez dans votre langage les référés. Oui. C'est quoi les référés? Oui, les référés, en réalité, bon, on a parlé de mesures ordinaires, on est en train de parler de mesures d'urgence. Le sursis à exécution, on dira que c'est une mesure d'urgence. Parce qu'on demande de ne pas mettre la décision en application. Mais avec l'évolution des règles de procédure, il y a une amélioration de ces règles-là. Et nous avons par exemple ce qu'on appelle le référé suspension. Le référé, c'est que la procédure doit être plus accélérée que ce qu'on a connu jusque-là. Et quand on fait une comparaison entre le référé suspension et le sursis à exécution, par exemple, c'est qu'en matière de référé suspension, c'est toujours par rapport à une décision, mais la procédure doit être plus accélérée. Si le sursis doit conduire jusqu'à 2 mois, par exemple, il faudrait qu'en matière de référé 2 semaines, 1 mois, on finit avec l'annulation même de la décision si elle doit être annulée. En matière de référé, par exemple, suspension, ce n'est plus nécessairement une formation collégiale. Un juge unique pourra suffire, et juge unique signifie que le président de la juridiction ou un autre magistrat qu'il aura désigné à cet effet va se prononcer sur la demande qui a été adressée, à savoir la demande en sursis à exécution. Quand il s'agit du sursis demande en référé suspension, quand il s'agit du sursis à exécution, il faudrait que ce soit nécessairement une décision exécutoire, ce qui signifie que les décisions de rejet en sont exclues. Alors qu'en matière de référé suspension, même si c'est une décision qui rejette ce qui a été demandé à l'administration, on pourra demander une sursis à une demande en référé suspension. Donc c'est le référé suspension constitue une amélioration des règles qui sont applicables en matière de sursis à exécution. Voilà la raison pour laquelle on parle beaucoup plus, on parle de référé suspension, alors que de l'autre côté, c'est le sursis à exécution. Mais on parle également de référé constat. Oui, le référé constat. Le référé constat existe également, nous l'avons dans notre pays, c'est prévu par le Code de 2011. Et le référé constat signifie que vous pouvez ne même pas introduire une requête, contrairement au sursis à exécution où la requête doit être introduite. En matière de référé constat, c'est une situation qui est susceptible d'évoluer très vite, très rapidement. Et si l'on n'y prend garde, c'est que si on y prend garde, on risque de ne pas pouvoir en parler par la suite. Comment, pourquoi? C'est-à-dire que vous êtes malade. La situation est en train de s'aggraver. Et d'un instant à l'autre, il se pourrait que l'aggravation du mal soit telle que toutes les étapes qu'on est en train de connaître ne soient plus maîtrisées. Donc il faut prendre une décision. Il faut prendre très rapidement une précaution. Cette précaution consiste à demander au juge, sans avoir introduit une demande, de prescrire un référé et constat. C'est une maison, par exemple, qui est en ruine. Et on est en train de vouloir prescrire, par exemple, le maire envisage, par exemple, de prescrire une démolition. Et on constate qu'en prescrivant la démolition, vous pourriez attaquer. Est-ce que vous voyez? Vous pourriez attaquer. Et en voulant attaquer, c'est pour dire que, par exemple, la maison n'est pas en branle, en ruine, comme le maire le dit. Le juge viendra constater, on va démolir, et par la suite, en saisissant la juridiction administrative, vous direz que le maire, en prescrivant la démolition de votre immeuble, l'a fait d'une manière qui n'est pas tout à fait régulière. Mais si vous attendiez... Mais là, c'est que la démolition est déjà faite. Voilà, mais le juge a déjà constaté que c'est une maison qui n'est pas pour autant en branle, en ruine. Et pourtant, le maire
a demandé de démolir la maison en question. Ça arrive comme ça quand entre une autorité administrative et l'administré, ça ne passe pas, c'est-à-dire en dehors des relations qui seront juridictionnelles, des règles de procédure que les deux vont engager, il y a derrière d'autres choses que les deux ne peuvent pas exposer, mais c'est qu'en réalité, le maire serait en train de le faire pour peut-être une question de vengeance, d'animosité. Le juge est là et il revient de constater qu'en réalité, ce n'est pas une maison qui doit être démolie. On peut même faire des travaux confortatifs plutôt, mais voilà que le maire a demandé de la démolir. Vous courez voir le juge, il vient constater et après démolition, vous pourriez demander des dommages et intérêts. Est-ce que ces dommages et intérêts sont à la hauteur de tout ce qui a été démoli là? Oui, il y a un principe qui le dit, intégrale réparabilité et égale réparabilité. C'est que tous ceux qui ont subi le dommage doivent bénéficier d'une réparation et la réparation doit être à la hauteur du préjudice subi. Ça se passe de telle manière que vous ne serez ni moins pauvre ni plus riche, mais c'est que vous vous retrouverez à l'état initial avant l'arrivée, bien avant que le préjudice ne se réalise. Il y a d'autres types, professeur, de référés qui m'intéressent particulièrement. Il y a le référé provision, référé liberté. Oui, référé provision dans la mesure où on est en train de parler de responsabilité et c'est bienvenu la question d'ailleurs. Bienvenue dans la mesure où vous avez subi un préjudice. Oui. Vous êtes en train de demander une réparation. Vous allez à l'hôpital. Il faudrait quand même vous assurer des soins. Vous n'avez pas les moyens. Mais vous savez que l'administration étant à l'origine du préjudice, du dommage, vous devez engager une procédure, à attendre que la procédure aboutisse, c'est que vous pourriez déjà succomber. Absolument. Quand ça se passe de cette façon, vous envoyez une demande en référé provision. Et en fonction de ce que le juge va constater, il va pouvoir demander à l'administration de vous accorder des dommages-intérêts, une portion de ce que vous devriez avoir à la fin du procès. Il pourrait arriver que le procès, vous ne gagnez pas le procès. Dans ces conditions, le juge demande parfois des garanties. Et là, c'est que vous allez mettre quelque chose en garantie. Et si éventuellement le procès ne prospérait pas, vous seriez alors en mesure de restituer ce que vous auriez gagné comme provision. Très bien. Un peu comment ça se passe en matière de référé provision. Et de la provision à la liberté? La liberté, référé liberté, là, c'est dans le domaine de la police surtout, police administrative. La police, aucune mesure de police ne peut être ni générale ni absolue. Donc, si ça se passe par exemple dans Cotonou, il faudrait que ce soit à Cotonou que l'ordre soit rétabli. Il n'est pas question de prendre des mesures qui vont s'étendre à Calavi, à Alada, etc. La mesure ne doit pas être absolue. Très bien. Ne doit pas être générale. Général, nous venons d'en parler. Absolu, ça signifie que quand ça finit à Cotonou, il faudrait que les mesures soient levées. Parce que la mesure de police signifie qu'il y a une restriction aux libertés publiques. Oui. Donc, quand ça finit, il faut tout simplement c'est pourquoi on dit que ça ne doit pas être absolu. La mesure de police doit être proportionnelle. Là où on peut, avec du gaz lacrymogène, mettre de l'ordre, n'allez pas avec des armes réelles. Très bien. La mesure doit être proportionnelle. Le juge vérifie tous ces éléments-là. La mesure de police est d'abord préventive. Et quand le trouble intervient, ça doit rétablir l'ordre. Vous voudriez organiser une réunion, par exemple.
Et l'autorisation vous a été accordée. Mais à 5 jours de la réunion, c'est annulé. On vous demande de ne plus l'organiser. Le juge pourra être saisi. C'est une restriction de mes libertés. Voilà, ça apporte une atteinte aux libertés. D'accord. Oh, on sait que quand c'est le sursis à exécution, par exemple, pour y revenir rapidement, le juge ne peut pas l'accorder quand il s'agit d'une atteinte qui serait en train d'être portée à l'ordre public. En matière de référé, liberté, comme le dit le référé, le juge a un peu plus de pouvoir. Et il apprécie pour voir si l'interdiction que l'autorité administrative est en train d'être prescrite est une interdiction régulière. Si ce n'est pas le cas, dans l'intervalle des 5 jours-là, le juge doit pouvoir statuer en 48 heures pour demander à l'autorité de vous permettre de lever les mesures pour que votre marche puisse être organisée. Nous sommes actuellement dans les cordons sanitaires. Oui. À supposer que ce n'était pas une mesure régulière. Est-ce que vous voyez? Et parce que ça nous bloque. Mais dans le même temps qu'il y a cordon sanitaire, il y a le droit à la vie. Donc nous sommes en réalité en face d'une hiérarchisation d'une manière ou d'une autre du droit des libertés fondamentales. À partir de cet instant, vous ne pourriez rien tenter en une pareille circonstance. Est-ce que vous voyez? Alors que si ce n'était pas le cas, il aurait été possible de vouloir en saisir le juge. Mais au contraire, on demande que les mesures soient renforcées. À partir de cet instant, vous ne pourriez pas, par exemple, parler de référé liberté en une pareille circonstance pour demander de faire ci ou de faire ça. Nous en avons besoin, c'est pour notre propre vie. Et à partir de cet instant, nous devrions quand même y contribuer pour que cette pandémie-là ne vienne pas dans notre pays. Absolument. Voilà un peu ce qu'on pourra mettre dans le référé liberté. Alors, toutes ces précautions prises, on a encore quelques petites minutes, toutes ces précautions prises, l'instruction devrait prendre fin. L'instruction de... Oui, il y a un référé. Lequel? Il faut parler contractuel. Contractuel, oui. Oui, la question a été contractuel peut se présenter de 2 manières. D'abord, il y a ce qu'on appelle, on parle de référé en matière contractuelle, il y a le référé pré-contractuel et le référé contractuel. Le référé est pré-contractuel lorsque l'autorité administrative n'a pas respecté les mesures de publicité, les règles de publicité et de mise en concurrence. Vous demandez au juge d'enjoindre à l'autorité de procéder à une mise en concurrence qui se passe par la voie de la publicité. À partir de cet instant, la procédure ne doit pas pouvoir continuer, mais on respecte les règles de publicité pour que tous ceux qui sont intéressés et ont la capacité et la possibilité peuvent fournir des dossiers. Mais après cette étape-là, il y a encore une autre possibilité. Tout est fait prêt et on est sur le point de signer le contrat. Alors que par rapport à ceux dont les dossiers ont été rejetés, il y a certains d'entre eux qui constatent que l'attribution du marché n'est pas régulière. Avant la signature, il pourra encore saisir le juge pour demander de ne pas procéder à la signature. Et si ce dernier, le juge, intervenait en de pareilles circonstances, le référé qui intervient à ce moment est le référé précontractuel. Donc ce n'est pas qu'il y a déjà l'exécution, rien du tout, c'est à partir des règles de publicité et après les règles de publicité, la possibilité de signer ou non l'acte administratif bilatéral qu'est le contrat. Donc avant, c'est-à-dire par rapport aux règles de publicité, c'est précontractuel, par rapport à la signature, c'est contractuel. Et là, on avait eu en 2009
un cas au Bénin, une situation où c'est la société des salles internationales, c'est dans le domaine de la santé. Le contrat était déjà passé. Et quand la société a saisi le juge pour dire que les règles n'étaient pas à respecter, on lui a accordé que certaines règles n'ont pas été respectées. On lui a donné raison, mais on ne pouvait pas revenir sur le contrat parce que c'était déjà mis en exécution depuis des années. Voilà un peu comment les choses se passent en matière de référé précontractuel à monsieur. C'est un plaisir. Et puis là, c'est que l'instruction, le juge maintenant peut clôturer. Oui, quand on réunit tous ces éléments, et le juge, bon, les greffiers interviennent à cette étape-là. Le juge a tout fini, on a vu les mémoires, il y a ce qu'on appelle l'enliassement. L'enliassement permet maintenant au rapporteur qui est désigné de pouvoir rédiger son rapport. Et c'est à partir de là que la rédaction du rapport, l'intervention du parquet consort mettront fin à l'instruction pour que l'on puisse passer à l'étape de l'audience. Et on en parlera sans doute lundi prochain. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, professeur Césaire Pénaou. Je le rappelle, vous nous venez de Porto Novo, tous les lundis matins par ici. Merci beaucoup. Merci, pareil, et très bonne semaine de travail à vous. La suite de 5 sur 7 matin, après les questions donc de droit, nous allons pouvoir parler maintenant de la métaphysique. Et vous le savez par ici, quand on parle de métaphysique, c'est avec Amoussa Raimi. Tout de suite. Monsieur Amoussa Raimi, bonjour. Bonjour Ricardo. Comment allez-vous? Dieu est grand. Alors aujourd'hui, vous nous proposez donc de mieux nous donner les stratégies nécessaires, les techniques remparts, c'est comme ça que vous les avez appelées, et puis parler de l'hypnose mentale. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut pouvoir appeler ce qu'on appelle hypnose mentale, si vous le voulez bien. Merci. D'abord, rappelons que l'homme a 5 sens. 5 sens, hein? Puisque, avant toute chose, l'hypnose utilise ces 5 sens. D'accord. Vous avez employé des températures, vous avez les yeux d'abord, c'est-à-dire la vue, le goût lié à la bouche, bien sûr. Il y a l'odorat lié au nez, bien sûr. Il y a le toucher, les mains, et il y a l'ouïe. En fait, l'hypnose, c'est toute technique qui consiste à contrôler une personne par l'une de ces 5 voies-là. C'est pour ça que vous avez bien fait de nous demander. Donc, on peut contrôler quelqu'un d'autre par ces 5 voies-là. Ah, d'accord. OK. Et l'hypnose mentale, c'est souvent pratiqué? L'hypnose mentale, c'est d'abord la voie des yeux. Okay. Ou la voie du son, c'est-à-dire l'ouïe. Mais vous avez aussi les autres types d'hypnose, puisque l'hypnose mentale n'est que des aspects. Vous avez l'hypnose astrale. OK. C'est-à-dire cette capacité que l'autre a de se projeter en étant loin de vous et de venir, si vous n'avez pas ce rempart, vous habitez. Et s'exprimer comme si les autres, le profane va dire que c'est vous. Et ça peut vous emmener à la justice. Et je remercie le professeur tout à l'heure pour ce grand travail qu'il fait. Nous allons leur demander maintenant d'intégrer aussi ces aspects bizarres et occultes. Puisque l'être que vous jugez, qu'est-ce qui prouve que le temps où il a commis le crime, c'est lui qui a commis le crime? C'est là l'hypnose mentale, ou les autres types d'hypnose. Très bien. L'être que vous voyez, qui s'exprime, on devait aussi se poser la question, est-ce que c'est l'être réel là, ou l'habitation, l'osmose d'un autre être? C'est pour ça que Dieu nous pardonne. Beaucoup de gens sont en prison, mais injustement. Parce qu'on n'a pas pris en compte l'aspect occulte de la magie noire existentielle. La magie noire existe, mon frère Ricardo. On peut vous faire des choses. Vraiment.
Et après, vous vous demandez, mais Médien est blois. C'est bizarre ça. Et vous savez, en 7 ans de campagne, nous vous remercions pour ces thèmes que nous développons. Qu'est-ce qui prouve que le candidat qui parle? Et nous demandons aux candidats de se former mentalement. Parce que dans les périodes électorales, c'est la magie noire d'abord qui gouverne. Cette capacité à vous faire des erreurs en série, à vous faire sous-estimer ou mal aimer. D'accord. Donc il faut pouvoir faire attention, il faut pouvoir réellement se concentrer, comme vous Le dites grand là. candidat, quand vous voyez un candidat qui gagne, d'abord il faut le respecter. Quand on finit par dire Ricardo a gagné là, je vous en prie, allez respecter Ricardo. Même les ennemis devaient venir te respecter parce que tu ne sais pas tout ce qu'ils ont fait. Ça c'est vrai. Donc, celui qu'on dit qu'il a été premier dans une élection, normalement tout le monde devait aller le respecter. C'est allégeance, quoi. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le corps physique qui a subi des coups. Il a résisté à d'autres types d'attaques, dont les hypnoses. On peut vous attaquer par la nourriture, on peut vous attaquer par l'odeur, comme on peut vous attaquer sans qu'il y ait ni l'odeur ni la nourriture. C'est-à-dire, vous êtes là et vous ne savez pas pourquoi, brusquement, des idées négatives vous habitent. Et vous commencez par insulter votre propre ami ou votre propre femme, ou ceux qui vous aident, ou celles qui vous aident tous les jours. C'est-à-dire, celui qui te donne à manger, tu ne sais pas pourquoi toute une journée, tu as commencé à le salir. Et les preuves sont là. D'accord. Mais dans le cas de l'hypnose mentale, qu'est-ce qui, en réalité, véhicule cela? Qu'est-ce qui nous permet de le savoir? D'abord, l'hypnose mentale, c'est déjà les hypnoses supérieures. Très bien. Parce que quand on dit mental, vous comprenez, c'est que l'être qui hypnose a développé une énergie mentale redoutable, capable d'utiliser les yeux, par exemple, que Dieu nous pardonne. Hein. Vous qui intervenez tous les jours à la télé, alors on doit vous féliciter. Puisque vous vendez vos yeux tous les jours, on peut maintenant utiliser vos yeux pour revenir à vous. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes en train de parler, l'autre peut être aux États-Unis, et en fixant vos yeux, vous donnez des ordres et vous allez mal agir en direct, par exemple. Que Dieu vous protège. Je ne parle pas de vous, ni de notre ami commun. C'est évidemment. C'est pour vous dire que, avant de juger un être, nous demandons qu'on voit l'aspect occulte de la vérité de la vie. Le monsieur peut être à la maison, sachant qu'un candidat va passer peut-être tout à l'heure à 9h, il a déjà sa photo, et s'il a cette énergie mentale redoutable, on peut lui faire dire des bêtises sur son propre parti. C'est-à-dire, il va faire des séries d'erreurs. Je ne sais pas si vous me... Très bien, je vous suis. On lui dit de lire un test, il vient, vous allez voir, il ne comprend pas pourquoi il laisse totalement le test. Vous ne comprenez pas pourquoi il ne bégayait pas, il commence par bégayer. C'est-à-dire, résultat... Il passe à côté. À côté. Et dans l'histoire, ça a existé dans ce pays, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Je ne veux pas donner des exemples. Oui, évidemment. mais face à tout ça, à Moussa Raimi, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Quelles sont les techniques pour pouvoir... C'est d'abord que l'homme qui dit qu'il veut gérer le monde doit se former mentalement à résister à ce type d'hypnose, de manière à ce que son programme à lui, que le peuple a accepté ou un groupe a accepté, il puisse, quand il vient maintenant, l'exécuter. On t'a élu pour une réalité. Tu peux maintenant venir subir l'hypnose et quitter totalement ça. Résultat, tu n'as même pas encore fait 1 an et tu es décrié totalement. Ça veut dire quoi? Il faut la formation mentale. La capacité à être ce que vous êtes et non à être ce que l'autre veut que vous soyez. Et surtout dans nos pays africains où la magie noire est bien maîtrisée, vous pouvez être bien admiré au début. Et peut-être après... Et les gens ne comprennent pas. On devait se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour que ça se passe, c'est qu'on vous amène à une fragmentation mentale d'abord. C'est-à-dire, supposons qu'on sait que vous aimez le sexe. L'injonction consiste à vous pousser toujours dans le sexe. Et puis, à vous pousser vers la femme d'autrui. C'est grave. Hein? Merci. Oh, il se fait qu'il y a des femmes d'autrui, excusez-moi, vous rentrez dedans, c'est l'enfer. Ce n'est même pas bien. Donc, on ne vous détruit pas ce que vous
vos vices. Je ne sais pas si vous suivez. C'est le pire, ça. On ne vous détruit pas vos vices. L'hypnose réussit plus quand on sait que vous avez des vices. Et on rentre dedans. Donc il faut faire très attention. D'abord, il faut s'auto-observer, se rendre compte de ses propres vices. Et savoir que l'ennemi va toujours utiliser ses vices, surtout dans cette période de campagne. Donc, que nos candidats travaillent sur leurs propres vices. On sait que tu aimes boire l'alcool, mais on va te pousser ces derniers temps à tout le temps boire. Or, celui qui boit, vous êtes d'accord avec moi que la sérénité n'est pas totale, hein, sauf s'il a ce que nous appelons la maîtrise de l'alcool. Puisque, oui, une des techniques consiste à maîtriser l'alcool. C'est-à-dire vous êtes bien saoul et c'est maintenant que vous êtes très clair. Ah oui, il y a des gens, hein, je te jure, Ricardo, ne rencontre pas ces gens-là. Hein. Ils peuvent vider une bouteille de gin et c'est maintenant qu'ils sont au point. Alors que toi, tu prends seulement le talopémie là et tu... ça nuit même gravement à la santé, il faut éviter. Donc, chacun doit se demander quels sont mes défauts, mes faiblesses ces derniers temps de campagne. Parce que l'ennemi va toujours utiliser ce que vous n'avez pas de fort pour vous fragmenter, vous faire autre chose que ce que vous avez l'habitude. Les gens vous voient bon, mais vous n'avez pas contrôlé, maîtrisé vos défauts. Dans cette période de campagne, l'ennemi va utiliser ces défauts-là maintenant et vous fait faire autre chose. Résultat, vous avez gaspillé vos sous et vous n'allez pas gagner. Et après, vous allez dire ceci ou cela. Non, vous n'avez pas vous-même été à votre propre école. Il ne s'agit pas seulement d'aller à une autre école. Il faut aller aussi à notre propre école. Chacun de nous a une école. Vous, Ricardo, vous avez votre école. Et je ne dois pas aller vous enseigner dans cette école. C'est à vous de nous faire le point. On vous dit qu'il y a les 500, il y a les défauts, il y a les vices. Est-ce que, quand vous êtes seul, vous faites ce point-là? Quels sont mes défauts? Quels sont mes vices? C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Avant de rentrer dans un groupe, dans la société, si vous n'avez pas ce point, après vous allez dire que les gens vous embêtent. Non. Il fallait se découvrir d'abord. Savoir les jours de force que vous avez, les heures de force que vous avez, les couleurs de force que vous avez. Les nourritures qui ne vous déstabilisent pas. Vous voulez aller parler à votre peuple, à votre population. Et maintenant, vous allez manger une nourriture que tout à l'heure vous donnera la diarrhée. Ça veut dire que vous n'êtes pas allé à votre propre école. D'accord. Donc, à côté du fait de se maîtriser, c'est-à-dire de développer une certaine force dans sa mentalité, il faut pouvoir se découvrir soi-même et s'autodiscipliner. Merci. C'est-à-dire aller à la connaissance de soi. D'accord. Qui suis-je? Qu'est-ce qui fait que je suis fort? Quels sont les moments où je suis fort? Quels sont les moments où je ne suis pas fort? Aucun de nous ne peut être totalement et entièrement fort 24 heures sur 24 heures, ce n'est pas possible. Nous avons chacun de nous nos temps de latence, nos temps où nous ne sommes pas forts. Et c'est en cette période électorale, il faut savoir les utiliser. Ne pas donner, par exemple, rendez-vous à une population au moment, par exemple, où vous n'êtes pas fort. Vous êtes né à 13h, mon frère Ricardo, peut-être un lundi à 13h. Ne donnez pas rendez-vous à votre population avant 13h, vous ne serez pas fort. Parce que les douleurs de l'enfantement de votre mère reviennent toujours pour quelqu'un qui est né par un lundi à 13h. Cette douleur, il va les subir à partir peut-être de 10h. Si la maman a subi ça, à partir de 10h jusqu'à 13h. Très bien. Si vous n'avez pas conscience de ça, vous allez donner rendez-vous à votre population le lundi, votre message ne passera pas, c'est ça? Mais si, ça ne passera pas. D'accord. C'est l'un des exemples de la connaissance de soi pour aller vers l'autre. Celui qui veut contrôler, celui qui veut diriger, ce n'est pas les autres qu'il doit d'abord chercher à connaître. Il doit se connaître d'abord lui-même. Et c'est comme ça qu'il sera le bon chef. Le bon chef ne terrorise pas l'autre. Il cherche à savoir quels sont les démons qui m'habitent moi-même. Parce que nous avons tous des démons, s'il vous plaît. Bien sûr. Mais c'est la capacité. Il ne s'agit pas de tuer aussi ces démons. Les gens font cette erreur de tuer votre démon. Mais le jour où on veut vous tuer vous aussi, qui va vous défendre? Est-ce que le démon doit défendre? Ah, c'est là où, Ricardo, excusez-moi, hein. Le magicien noir t'attaque. Oui. Et tu as déjà tué tes démons. Tu es foutu. Ah bon? Puis lui, il utilise ses propres démons noirs pour t'attaquer.
Qui les connaît? C'est entre ceux qui se connaissent qu'on se maîtrise. Hein. Ah, d'accord. Je ne sais pas ce que nous disons ce matin. Bien sûr, je vous suis spécial. très Hein. bien. Oui. L'autre t'envoie des démons noirs et toi, tu veux lui envoyer du blanc. Non, il va t'abattre. Il faut être à égal, en fait. À égalité de combat, de nature d'abord. Donc, il ne s'agit pas de tuer ces démons et de les enterrer, hein, mais de les contrôler, de leur dire, asseyez-vous, je ne vous ai pas dit de vous lever. Je ne vous ai pas dit de sortir. C'est pour vous dire quoi? L'homme doit être capable de donner des ordres à ses propres démons. Et non laisser l'autre donner des ordres. Ça veut dire quoi? Le puce, le code de vos démons, vous devez les identifier. Et personne ne doit savoir. D'accord. C'est très intéressant ce que vous dites aujourd'hui. Ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment travailler son mental. Il faut être fort et il faut pouvoir se maîtriser. Surtout tous ceux qui se mettent en contact tout le temps avec le public. D'accord. Parce que celui qui se met en contact avec le public, d'abord, dépense plus d'énergie. Je vous en prie, tout à l'heure, l'énergie que vous êtes en train de dépenser jusqu'à ça va finir. Ouais. Excusez-moi, mais c'est quand vous finissez, vous ne comprenez pas pourquoi une fatigue s'installe d'abord. On est fatigué. C'est à vous de savoir, quand ça finit comme ça, qu'est-ce que je fais et je récupère. Et il faut toujours tenir compte de ça. Amoussa Raimi, merci beaucoup. Dieu est grand. Merci. Merci pour toutes ces clarifications, tous ces conseils que vous nous donnez au quotidien et que vous partagez avec nos amis téléspectateurs. On espère vous retrouver lundi prochain. Super, Dieu. Merci, Amoussa Raimi. Permettez que nous souhaitons une bonne période de campagne à tous nos frères. C'est important. Et surtout que tout le discours soit des discours de paix. Surtout ça. Des discours de paix et de cohésion. Ce qui est sûr, ceux qui doivent gagner ont déjà gagné. C'est clair. Merci. Merci à Moussa Raimi. Vous passez donc une excellente journée et puis à lundi prochain. 5 sur 7 matin se poursuit. Nous allons marquer une pause et puis on vous revient juste après. Communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il m'est revenu que certaines personnes mal intentionnées, pour perturber la quiétude des populations, répandent des rumeurs faisant état de la fermeture des moulins à maïs dans notre pays. Par le présent communiqué, je tiens à informer l'opinion qu'aucune décision de cette nature n'a jamais été prise par le gouvernement. Je rappelle que dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19, tout en établissant un cordon sanitaire, le gouvernement a autorisé le transport des marchandises et la poursuite des activités commerciales en respectant les mesures de prévention prescrites. En tout état de cause, les moulins sont bien autorisés à ouvrir leurs portes à leurs clients sur toute l'étendue du territoire national. Cotonou, le 19 avril 2020. Saka, Lafia. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage irrégulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission, c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes lundi, vous le savez, tous les lundis par ici sur 5 sur 7 matin. Nous parlons politique, mais aujourd'hui spécialement, il n'y aura pas donc de débat politique. Vous le savez, nous sommes en pleine période de campagne électorale et donc pour cette raison, on se réserve donc ce droit de faire un débat politique. Mais en lieu et place de
du débat politique. Lui, il est avec nous, c'est notre chroniqueur, vous le savez, je vous l'avais annoncé à l'entame de cette émission avec James William Baguidi. Nous allons pouvoir aujourd'hui parler de la République centrafricaine. Il se propose de nous parler du Covid-19, toujours cette actualité, cette crise sanitaire mondiale. Le Covid-19 prétexte peut-être à une révision opportuniste de la Constitution. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. James William Baguidi, bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour à tous. J'aimerais quand même dire que c'est tout de la politique. Absolument. Même si nous ne faisons pas de politique nationale. Pour éviter de déséquilibrer le débat qui se fait pendant cette campagne électorale. La politique internationale est tout aussi intéressante. Absolument. Et c'est à juste titre que vous partagez d'ailleurs avec nous tous les lundis ce plateau à travers votre chronique. Alors, je le disais, le Covid, est-ce un prétexte à une révision opportuniste de la Constitution? Vous vous posez la question, puisque les députés centrafricains, justement, ont consenti à la recevabilité d'un projet de loi portant modification de la Constitution. Mais de façon concrète, précisément, que dit le projet? Merci Ricardo, vous êtes au courant de tout. On parle pour l'instant de recevabilité parce que ce n'est pas encore une révision de la Constitution en République centrafricaine. La constitution en vigueur en Centrafrique à l'heure actuelle a été votée en 2016. Il y a eu, vous le savez, beaucoup de problèmes dans ce pays-là. Une crise intercommunautaire très importante qui est intervenue après l'accession au pouvoir de la Séléka dirigée par le président Djoto Dia, qui était alors un rebelle. Si vous avez bonne mémoire, il avait même été entre-temps arrêté et détenu au Bénin sur demande de son pays. Pour en venir à la situation, c'est que la République centrafricaine, depuis 2016, a réussi quelque peu seulement, mais de façon très sommaire, à rétablir une situation plus ou moins acceptable, notamment au niveau de la capitale Bangui. Un gouvernement, un président a été élu, Faustin Archange Touadéra, et depuis, il laisse les fonctions de chef de l'État. Depuis que le Covid-19 est apparu, et met, je dirais, le monde entier au garde à vous, une réflexion s'est initiée en République centrafricaine, pays sinistré par plusieurs années donc de crise politico-militaire. Et cette réflexion consiste à dire, est-ce que si le Covid nous empêche éventuellement d'organiser les élections qui doivent avoir lieu en fin de cette année 2020 pour que le président en exercice quitte le pouvoir en mars 2021. Donc, si le Covid éventuellement empêche l'organisation du premier et du second tour de l'élection présidentielle, que faut-il faire? Faut-il que la Centrafrique retourne à une situation de transition politique que on a déjà beaucoup vu en Centrafrique, la dernière assurée par Mme Catherine Samba Panza. Faut-il donc que le président en exercice quitte le pouvoir et que l'on s'arrange encore entre politiques, qu'on désigne des gens par-ci, par-là pour gérer jusqu'à l'organisation de nouvelles élections? Ou faut-il que le président en exercice, celui qui a été élu par le peuple 5 ans plus tôt, continue d'exercer le pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait élection? Ce que dit le projet de loi, c'est que le président en exercice restera en fonction jusqu'à l'installation de son successeur ou jusqu'à ce que lui-même se succède à lui-même, bien sûr. Et le même projet parle également du mandat des députés, qui prévoit une prorogation dans les mêmes conditions du mandat des députés, c'est-à-dire que les députés en exercice, si le mandat arrive à expiration et qu'il y a un cas de force majeure qui empêche l'organisation des élections, les députés resteront en place jusqu'à ce que la prochaine Assemblée nationale soit installée. Ce qui signifie donc, étant donné qu'il n'y a pas de délai précis, puisqu'on dit jusqu'à ce que le prochain président, le nouveau président soit installé ou que la nouvelle Assemblée soit installée, ce qui signifie que ce délai peut être extensible à l'infini. Tant que la force majeure n'est pas achevée, le délai peut être extensible. Et le problème que cela peut poser, c'est que la force majeure, on ne sait pas comment on l'évalue. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui l'évalue, qui va l'évaluer, qui va déterminer que ce cas de force majeure est suffisamment grave pour ne pas aller aux élections, etc.
Voilà un peu donc ce qui se passe en République centrafricaine aujourd'hui et qui est à la base d'une crise politique latente, mais qui est en train de grandir. Oui, mais cette initiative surprend quand même à plus d'un titre. Comment vous, analyse politique, vous l'expliquez? Cette initiative procède donc, pour moi, de cette perpétuelle instabilité politique que connaît la Centrafrique. Vous savez, organiser une transition, ce n'est pas toujours simple. Organiser une transition, c'est partager le pouvoir entre tous les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance qui est en train de sortir. Organiser une transition, c'est également donner du pouvoir à ceux que l'on a un peu ostracisés aujourd'hui. Ce sont les milices, les anciens Séléka et anti-Balaka, même si certains d'entre eux sont représentés au gouvernement, ceux qui continuent de conserver des régions centrafricaines et qui l'administrent sont aujourd'hui un peu écartés de la gouvernance au niveau de Bangui. Il faut signaler qu'à peine 20 à 25% du territoire national se trouve sous le contrôle du gouvernement central, dirigé par le président Touadéra. Le reste du pays est partagé entre des milices rebelles qui se combattent entre elles et qui combattent également le gouvernement central. Donc dans ces conditions, envisager une transition politique jusqu'à ce que de nouvelles élections aient lieu, c'est quand même un peu difficile. Et c'est cela qui peut expliquer que les députés centrafricains aient imaginé qu'il serait mieux que, dans un esprit de stabilité, que l'on conserve au pouvoir celui qui a une légitimité par l'élection présidentielle de 2016 jusqu'à ce qu'une nouvelle élection vienne modifier la légitimité en question, vienne mettre fin à l'exercice de ses fonctions et installer un autre président, ou vienne proroger cette légitimité afin qu'il se succède à lui-même pour un nouveau mandat. Je pense que ce n'est pas mal pensé, seulement quand on y regarde, il y a toujours quelques suspicions, et ces suspicions n'ont pas forcément ne manquent pas forcément de soubassement. Bien sûr, mais justement, et c'est la transition toute faite, parce que avec cette initiative des députés, est-ce que l'opposition n'a-t-elle pas des raisons de craindre une révision opportuniste? Vous savez, on a connu plusieurs pays en Afrique qui ont organisé des élections récemment dans la situation de crise du coronavirus. Les conséquences sont diverses. Au niveau de la Guinée, que j'ai dénoncé personnellement sur ce plateau, on est passé de quelques cas avant les élections à plus d'un millier de cas désormais. Donc l'explosion qui a eu lieu ainsi peut donner l'impression que ça procède des élections. On a connu également une situation au Mali, où également une augmentation drastique des cas de coronavirus a été observée. Maintenant, il y a d'autres pays qui se préparent à aller aux élections comme le Bénin. Mais on a vu également à l'international des pays qui ont organisé leurs élections. Je prends le plus bon élève pour moi, c'est la Corée du Nord. La Corée du Sud, pardon. La Corée du Nord n'organise pas d'élections. La Corée du Sud a organisé des élections et les choses se sont passées dans les meilleures conditions, dans une discipline observée par la population. Pas de campagne électorale, pas de regroupement, pas de contact physique lors du vote. Les personnes ont vraiment respecté les mesures de distanciation de telle manière que les cas qui sont recensés en Corée du Sud aujourd'hui sont des cas, la plupart importés. Aucun cas n'est lié à l'organisation des élections. Donc, pour les pays qui veulent organiser les élections prochainement, il y a un modèle à ne pas suivre et il y a un modèle à suivre. Donc, ce n'est pas qu'il ne faut pas organiser des élections, ce n'est pas que dans un pays qui connaît des difficultés et qui pourrait être confronté, en plus, à une recrudescence ou à une explosion des cas de coronavirus, il faut se tenir bras croisés pour dire « Ah, on a peur de coronavirus, on ne va pas aux élections ». Le coronavirus ne doit pas mettre fin à la vie politique, à l'existence même de l'État, à la légitimité des institutions. Il faut que la vie démocratique de l'État continue. Mais pour que la vie démocratique de l'État continue, il faut que la sécurité des citoyens soit elle aussi garantie. Pas seulement la sécurité physique, parce que la sécurité physique, elle est bien plus en danger en Centrafrique aujourd'hui
que la sécurité sanitaire. La sécurité sanitaire doit être garantie, elle aussi. Et dans les circonstances qui sont celles de la Centrafrique, l'opposition a bel et bien des raisons de s'inquiéter. Parce que quand on fait un projet de loi comme celui-là, et on ne prévoit pas, peut-être qu'il fallait dire dans un délai de 6 mois, parce que même si le coronavirus continue aujourd'hui et commence à entrer dans les mœurs, c'est une maladie avec laquelle on va devoir vivre. Forcément, il faut apprendre à vivre avec cette maladie. Ce qui va se passer, on va découvrir certainement des remèdes progressivement. Des remèdes sont d'ailleurs déjà proposés, contestés certes, mais des remèdes sont proposés. Et progressivement, cette maladie, peut-être qu'on va même trouver un vaccin, on va vivre avec comme on vit avec le paludisme. Et donc, s'il faut, parce que le coronavirus est arrivé, mettre entre parenthèses le fonctionnement de l'État, le dynamisme de la vie démocratique, voilà. Mais plus rien ne bouge, le président de la République va rester là comme le statut, il est chef de l'État. Si dans 5 ans, le coronavirus n'a pas été éradiqué de Centrafrique, Faustin Archange Touadéra sera toujours président de la République. Ça n'a pas de sens. Je crois que ce n'est pas superflu dans un pays comme celui-là de prévoir qu'une transition est nécessaire, non pas une transition, mais une prorogation du mandat du président en exercice est nécessaire pour garantir la stabilité, mais il fallait décider d'une période, d'un délai limite pour prendre des dispositions réelles, nécessaires contre le cas de force majeure qu'est le coronavirus. De toute façon, la Constitution ne prévoit pas que le coronavirus est le problème, mais c'est sur la base du coronavirus que la réflexion est intervenue. Donc, prendre des dispositions pour contrer le cas de force majeure et organiser les élections. Puisque ça n'a pas été fait, l'opposition a bel et bien raison de s'inquiéter parce que cela risque de faire de Faustin Archange Touadéra un président à vie, en tout cas un président qui restera au pouvoir tant que le coronavirus n'est pas vaincu en Centrafrique. Mais sans Mbadien, à votre avis, est-ce que ce projet a des chances d'aboutir? Ce projet a des chances d'aboutir puisque Faustin Archange Touadéra a une majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale, il a des alliés. Et au niveau de la réflexion qui est menée au sein du gouvernement, les mouvements politiques qui commencent déjà à donner de la voix en Centrafrique, beaucoup soutiennent l'idée de maintenir le président Touadéra tant que la maladie n'est pas vaincue. Donc ce projet a des chances d'aboutir, mais ces chances d'aboutir sont autant de chances, autant de risques pour la République centrafricaine. Justement, ça veut dire qu'il faut craindre des violences. Oui, les violences, bon, la Centrafrique en est toujours à en dénombrer presque toutes les semaines, presque même tous les jours, puisque, comme je vous l'ai dit, plusieurs milices contrôlent des pans du territoire, s'affrontent entre elles, commettent des exactions dans les zones qu'elles contrôlent. Il y a quelques jours seulement, on a eu des affrontements à Ndélé, une ville de Centrafrique. Mais ces affrontements-là, ce ne sont pas ceux que, personnellement, moi, je pourrais redouter dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet de révision de la Constitution. Le projet de révision de la Constitution peut engendrer une crise qui va toucher de nouveau la capitale Bangui, qui va mettre à mal le vivre ensemble, le semblant de vivre ensemble que les Centrafricains sont en train de retrouver depuis maintenant 4 ans et qui va, de façon de nouveau drastique, faire du tort à la Centrafrique. Dans les circonstances qui sont celles de la Centrafrique aujourd'hui, garantir la stabilité en évitant une transition compliquée, pour moi c'est vrai que c'est utile, mais il faut également garantir à tous les acteurs politiques la possibilité de mettre fin le plus rapidement possible à une vacance, à l'exercice du pouvoir par le président élu dans le cadre d'une vacance qui pourrait intervenir. Il faut donc simplement décider d'une limite 3 mois pour une éventuelle prorogation. Et même à ce niveau-là, quand on a fini de réfléchir et qu'on se dit que les élections sont prévues pour décembre, sauf erreur de ma part, décembre 2020,
je pense que d'ici décembre, on a quand même largement le temps, puisque beaucoup de pays commencent déjà à déconfiner à l'heure actuelle, et donc se préparent, ou du moins on réfléchit à des mesures qu'il est possible de prendre pour éviter la propagation de la maladie quand des pays sont en train de rouvrir leur marché, de rouvrir leurs usines, de permettre aux citoyens d'aller travailler, des situations dans lesquelles la transmission de la maladie est assez facile. Il y a de quoi se dire que pour des élections pour lesquelles on peut organiser les choses de façon rigoureuse et stricte, il y a moins de risques de transmission et donc qu'on peut honnêtement renoncer tout simplement à ce projet de loi pour ne pas engendrer de nouveaux problèmes en République centrafricaine. Et vous pensez qu'ils vont vraiment y renoncer? Ce sera la toute dernière. Je ne saurais le dire. Les acteurs politiques sont ce qu'ils sont, toujours à défendre leurs intérêts. Mais peut-être que le président Touadéra lui-même, qui a, malgré le coronavirus, fait une petite tournée sous-régionale, a écouté ses pairs, mais qui, pour moi, ces pairs-là, en tout cas, ne sont pas de grands modèles en termes de dévolution du pouvoir. Donc, s'il revient avec des conseils donnés par certains de ceux qu'il a rencontrés, je ne vois pas très bien comment le président Touadéra va renoncer à ce projet. James, merci. C'est moi qui vous remercie. À lundi prochain. À lundi. Allez, vous passez une excellente journée de travail. À tout à l'heure donc à la rédaction. 5 sur 7 matin, nous allons marquer une pause et juste derrière la pause, rendez-vous avec Hugues Zissouzounan. À tout de suite. Communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19, la mesure de fermeture des lieux de culte, mosquées, églises et temples est prorogée jusqu'au dimanche 10 mai 2020 à minuit sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement invite les responsables religieux et le peuple béninois à observer rigoureusement cette prescription dans l'intérêt général de notre pays. Fait à Cotonou le 17 avril 2020. Saka Lafia. Vous êtes chez vous et vos déplacements sont limités? Pas de souci. Commandez à distance via WhatsApp ou mail les prestations de l'ORTB. Où que vous soyez, faites diffuser vos spots publicitaires, vos communiqués, nécrologie et toute autre prestation en toute quiétude. 69 70 55 55, appel ou WhatsApp, disponible 7 jours sur 7. La direction des relations publiques, de loin, si proche de vous. Hugues Zissouzounan, bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour à tous, bonjour à toutes et très heureux de vous retrouver ce lundi matin. Qu'est-ce qui vous fait sourire comme ça, Hugues? J'ai toujours le sourire, donc il est éternel. Hugues Zissouzounan, sacré Hugues. Allez, on s'intéresse d'abord à l'actualité des personnes en situation de handicap par ces temps de Covid. Comment est-ce que ces personnes arrivent justement à pratiquer le sport? On a proposé plusieurs sujets par ici, des sujets sur les personnes valides. Notre société n'est pas composée que de personnes valides. Il y a également des personnes en situation de handicap. Comment vivent-ils cette situation de handicap? Est-ce qu'ils s'entraînent pendant cette période de coronavirus? Élément de réponse dans ce sujet. À petit, toujours aiguisé, le temps semble ne pas s'être arrêté chez Faisal Achiba et Cosme Akovi malgré la pandémie du coronavirus. Faisal, athlète de la catégorie T46, médaillé de bronze aux Jeux de la francophonie, se rend chaque matin, 5 jours sur 7 de la semaine, au centre des jeunes d'Agla pour l'entraînement individuel. En ce lieu des sports et des loisirs, habituellement bondé de monde, un calme plat règne. Achiba, toujours à la quête de la bonne performance et du maintien de sa forme, s'entraîne dur afin d'engranger de nouvelles médailles après la période post-coronavirus. Nous, les athlètes, nous subissons les conséquences de cette pandémie, mais pour maintenir la forme, nous avons opté à une autre méthode pour pouvoir garder la forme. Cette méthode consiste à s'éloigner
du nombre massif afin de réduire la propagation de ce virus. Donc nous avons opté pour les entraînements individuels. Depuis que j'ai commencé ma carrière, je n'ai pas tenu compte de cette pandémie pour réduire les entraînements, mais seulement que c'est l'isolement qui me stresse un peu parce que mes amis me manquent, mes camarades avec qui je m'entraîne, c'est tout cela qui me manque seulement. Ils sont une poignée assortie de la maison pour les sports individuels. À Vodje, un autre quartier de Cotonou, Cosme Akovi, paralympien pratiquant du powerlifting, s'est abonné dans ce centre de musculation. Le champion du Bénin chauffe progressivement ses muscles, monte en régime et récupère au bout de 2 heures d'activité physique intense. C'est vrai, le gouvernement a fermé le stade, les dirigeants ont fermé le stade, mais moi, j'ai cherché un centre de gym, j'ai payé l'abonnement là et je travaille tous les jours, du lundi au vendredi, je m'entraîne là. De Vodje, faisons un tour de l'autre côté des ponts à Akpakpa. Rendons-nous chez Isidore à Rwangbato. Il est devenu handicapé visuel 4 ans après son baccalauréat série D, alors qu'il était en année de maîtrise en sciences économiques. Il a vécu une tragédie grecque en 2006, mais l'eau a coulé sous le pont depuis et il prend du plaisir à vivre. Le goalball étant un sport collectif, par ces temps de Covid-19, il est à la maison, passe le clair de son temps à travailler sur son ordinateur. J'étais à un pas pour amorcer la préparation de mon mémoire de soutenance quand je n'arrivais plus à lire correctement. Mais depuis que cette pandémie mondiale est arrivée, on ne s'entraîne plus en groupe, chacun est chez lui. De Cotonou, direction Abidjan, la béninoise Faouziatou Ibrahima de Lyon Handisport, championne du Bénin Javelot assis, veut bien faire l'entraînement collectif, mais le centre le plus proche est transformé en lieu de confinement. Elle consacre donc du temps à sa famille. J'avais prévu de reprendre en mars, mais malheureusement la pandémie est intervenue. Et à l'INGS où je vais m'entraîner, c'est là qu'on a mis en quarantaine les derniers voyageurs qui revenaient de l'Europe. Et donc pour le moment, je fais du sport de maintien à la maison. Je m'occupe de ma famille. La situation des athlètes pratiquant les sports collectifs est un peu préoccupante. Peu de mobilité, de motricité, mais le président de la Fédération Handisport du Bénin relativise et encourage les athlètes en situation de handicap. Ceux qui ne peuvent pas, qui ne font que du basket ou goalball et tout ça, mais ils peuvent quand même faire du réveil musculaire à la maison. C'est très important parce qu'un sport collectif, il y a des préalables individuels à faire avant de monter sur le terrain pour donc exécuter les disciplines collectives. Donc ils peuvent, je les invite même au-delà même des athlètes en situation de handicap, j'invite tous les sportifs béninois à s'auto-entraîner, à s'auto-confiner et à s'entraîner à la maison. Il y a des gestes qu'il faut, des gestes sportifs qu'il faut faire. Le président de la Fédération Handisport du Bénin attend avec impatience le 11 mai, date du retour à la compétition. Une belle coïncidence pour le président Rasta chanteur, interprète de Bob Marley pendant ses années universitaires. Le 11 mai, le monde entier célébrera la légende Bob Marley et les athlètes, eux, retrouveront les stades à moins d'une nouvelle fermeture. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer, hein, que ces athlètes puissent retrouver donc, le chemin donc, des terrains, des stades et tout ça. Mais j'ai cru voir dans ce reportage, je l'ai reconnu, Faisal. Comment on en est arrivé là avec Faisal? Faisal, il était valide jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc oui. Après, il est parti
fait des achats au marché et je crois qu'il y a des cailles de poissons qui sont entrées dans son bras, donc ça a été un peu négligé. Après, il a eu un bras qui a été amputé. Donc on classe ces athlètes dans la catégorie T46. Il a commencé l'athlétisme il n'y a pas très longtemps. Et là, on reste quand même sur une très bonne note, puisqu'il a aujourd'hui la joie de vivre. Nous étions ensemble en 2017 aux Jeux de la francophonie à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il a remporté une médaille de bronze. C'était d'ailleurs le premier médaille de bronze pour le Bénin aux Jeux de la francophonie. C'est un athlète qui a vraiment vite progressé. Il était également à Marrakech et dans le sujet, il a dit, il a remporté d'autres médailles. C'est un athlète prometteur, c'est un athlète qui travaille énormément. Et malgré cette période de coronavirus, il continue de travailler. Il est courageux. Hein? Et c'est intéressant parce que le problème, c'est quoi? Ne passons pas le temps à nous apitoyer sur la vie des personnes en situation de handicap. Ils vivent aujourd'hui avec le handicap et ils travaillent pour être heureux dans la vie. Dans le même sujet... J'ai vu Fawziat aussi. Fawziat, c'est quelqu'un que je connais depuis des années. Je l'ai vu au basket. C'était l'une... Elle faisait du basket. C'était l'une des plus grandes basketteuses. Donc, elle a été même déplacée du Septentrion pour Cotonou grâce à son talent. Parce que avec les Kondo Aïchatou, c'était les deux filles qui crevaient l'écran. Donc, c'était l'espoir, en fait, du basket béninois. Aujourd'hui, tout le monde connaît Kondo Aïchatou, mais il y avait Fao. Parce que Fao, c'est une redoutable basketteuse. Malheureusement, il y a eu un accident très grave où elle a perdu des proches de telle sortie. Et puis, malheureusement, il y a eu cet accident. Aujourd'hui, elle vit bien, elle a le sourire parce que, voilà, une fille qui a fait assez d'interviews avec BBC, avec d'autres chaînes, où elle a gardé le sourire malgré la situation difficile. Dans la vie, il faut toujours garder espoir. Toujours. Il faut toujours continuer par vivre de ses rêves, malgré les situations difficiles. C'est important pour un homme. Ça, c'est vrai. Et puis, une toute dernière personne dans le sujet, notre ami qui a eu une maîtrise... qui a eu d'abord un bac série D, qui est très connu chez lui à Kwakwa, qui a après... puis en année de maîtrise... après son baccalauréat, donc... a fait les sciences économiques, donc était en année de maîtrise, devrait se tenir malheureusement. J'ai parlé dans le sujet de tragédie grecque depuis 2006, donc ça revenait un tout petit peu, il avait des difficultés pour bien voir, et malheureusement en 2006, il ne voit plus. Ce qui est également intéressant chez lui, c'est qu'il s'est réadapté, il a appris en fait à utiliser aujourd'hui l'ordinateur, donc il vivait à Calavi, donc il est reparti sur Akwakwa, donc un centre proche de lui, où il a appris à vivre, il a également appris à jouer au ballon. Donc il est extraordinaire en fait. Sur l'ordinateur, c'est qu'il saisit des notes, il saisit des documents, il rédige des documents, c'est magnifique. Ce qu'on retient finalement, c'est la joie de vivre de toutes ces personnes qui sont des personnes importantes dans notre société. Joie de vivre parce que ces personnes, justement, ont gardé espoir. Et comme vous le dites, et puis je le disais ce matin, il faut toujours garder espoir. Il ne faut jamais. Parce qu'on voit des personnes en situation de handicap devant les églises, devant les mosquées, on les voit dans les feux. Donc il faut les encourager, il faut essayer de les réintégrer dans la société. Il faut également leur demander de pratiquer du sport. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. C'est notre rôle, c'est votre rôle, c'est le rôle de la société. Et on va pouvoir le jouer si bien. Le bonheur, il n'est pas loin. Parlons à présent de Stéphane Sesséon. Avant de parler de Stéphane Sesséon, il faut repréciser les choses. Parce que si on ne l'explique pas, les gens ne vont pas comprendre. C'est un projet bénévole initié par Jean-Marc Adjovi-Bokor, ancien capitaine des Écureuils, l'un des patrons du centre de Diamba à Dakar au Sénégal, qui est aujourd'hui le conseiller du ministre des Sports. Donc au début du projet, il associe Jean-Luc Akplogan, le correspondant de RFI, qui a fait l'ORTB, l'un de nos anciens doyens. Donc, ils sont restés dans cette logique de bénévolat. Donc, sensibiliser en fait le peuple, demander aux gens de faire des gestes barrières. Et ils ont utilisé en fait le canal des visages connus, des personnalités connues et surtout des personnalités du monde sportif. Ensuite,
Sur la distance, ils ont associé Steve Ranger, qui avait fait LC2 entrant aujourd'hui, qui était à Paris, mais là qui est sur l'île. Donc, qui a mis en fait sa boîte à la disposition de ce projet et gratuitement. Après, j'ai été associé au projet, donc on utilise nos contacts, nos relations. On essaie de convaincre ces athlètes à passer des messages. Et aussi, on fait en fait du lobbying pour que les fédérations et les autres stars, les autres athlètes donnent de l'argent au ministère de la Santé. Donc, c'est de la gratuité sur toute la ligne. On a eu la chance, enfin, d'avoir le soutien ferme du DG de l'ORTB, Eric Abraham. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que ces vidéos sont diffusées. Sans oublier Mme Annick Ballet qui soutient le projet. Donc, sur toute la ligne, c'est de la gratuité, c'est du bénévolat. Et bravo à tous ces athlètes parce qu'on a une culture, en fait, où les gens, ils ne sont pas habitués à faire du bénévolat. Ils ne sont pas habitués à de la gratuité. J'étais en Égypte où j'ai vu des femmes et des hommes bénévoles sur la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, quand vous parlez d'un championnat aux gens, ou vous parlez d'un événement, les gens, ils ne comprennent pas. Alors, comment ils sont autant motivés sur un projet où ils gagnent 0 francs CFA? Oui, on peut être motivé sur un projet où on ne gagne absolument rien, parce que là, il s'agit des questions de santé, il s'agit d'une pandémie. On a vu Cristiano Ronaldo, on a vu d'autres athlètes qui l'ont fait. On va suivre le capitaine des écureuils, Stéphane Sessayon. Bonjour, je suis Stéphane Sessayon. Mes chers amis, le coronavirus existe. C'est une maladie qui fait des dizaines et des milliers de morts à travers le monde. L'heure est grave. C'est un combat que nous pouvons et devons gagner en jouant tous ensemble dans une même équipe. Respectons les consignes des autorités en appliquant les gestes barrières avec nos masques, nos gels hydroalcooliques, le lavage des mains. Nous nous protégeons et protégeons les autres. Tous ensemble, mobilisons-nous pour lutter efficacement contre le Covid-19. C'est important, hein, le message du capitaine des écureuils du Bénin, Stéphane Sessayon. Et puis, juste après lui, on va écouter le message d'un ancien capitaine des écureuils, d'un ancien sélectionneur des écureuils, Oumar Tchomogo. Chers compatriotes, le coronavirus existe et tue beaucoup de monde. Nous pouvons le combattre comme une équipe en se mobilisant. Respectez les consignes des autorités. Lavez-vous les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Restez chez vous le plus possible. Prenez soin de vos proches et de vous-même. Un message très important, hein, il importe de respecter rigoureusement ces règles-là. Lavez les mains régulièrement, chers amis téléspectateurs. Et puis, il y a un dernier message du jour, message de Yann Mayabi. Il joue dans la NBA, il est au Wizards. C'est un Béninois d'origine. Il est resté en France depuis très longtemps. Il est rentré chez lui au pays il y a 2 ou 3 ans pour un projet à l'endroit des jeunes. Yann Mayabi. Bonjour à tous, c'est Yann Maimi des Washington Wizards. Ensemble, mobilisons-nous tous pour lutter de façon efficace contre le Covid-19. Ce virus est meurtrier et beaucoup des milliers de personnes sont affectées par ce virus. S'il vous plaît, écoutez les consignes des autorités. Utilisez les gestes barrières, comme se laver les mains fréquemment. Ensemble, et seulement ensemble, nous trouverons des solutions contre ce virus du Covid-19. Merci.
Un message fort, hein, une très belle initiative, Hugues Zissouzo. Merci beaucoup à vous et merci à toutes ces stars qui ont pris part à ce projet et qui, sans hésiter, ont envoyé des vidéos. Merci Hugues, il faut le rappeler, au quotidien, lavons-nous les mains à l'eau régulièrement à l'eau, au savon et soyons vraiment prudents. Hugues Zissouzo, merci. On vous retrouve demain. Demain. Et ce soir, on va retrouver Bruno Soali pour l'émission Soir Espoir à partir de la nuit. On verra. on prend le rendez-vous de toutes les façons. Hugues, merci, à demain. 5 sur 7 matin, Stop et fin. Merci de votre fidélité. Et puis ne l'oubliez surtout pas, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie et ne désespérez pas. À demain.